Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravi de pouvoir enfin vous proposer un épisode sur la course de tous les Fribourgeois. Vous avez bien évidemment deviné de quel événement je veux parler. C'est Mora-Fribourg. La doyenne des classiques suisses va souffler sereinement ses 90 bougies. Sereinement ? Alors que je m'attendais à enregistrer un épisode sur ce que beaucoup de monde considère comme l'un des rendez-vous incontournables de l'année, avec une organisation huilée et une trésorerie bien fournie, j'ai vraiment été surpris des défis auxquels la course fait face. Pour atteindre le centenaire, l'événement va devoir subir une refonte en profondeur, notamment de sa structure organisationnelle. Des énormes défis en vue pour Frédéric et le comité d'organisation. Pour cette 90e édition, ce ne sont pas moins de 2 nouveaux parcours qui verront le jour. Le trail moitié-moitié, un parcours de 26 km pour 630 mètres de D+, et la course des téméraires, un clin d'œil à ce bon vieux Charles, qui aura lieu la veille à 19h30 sur un parcours de 3 km et demi. Ce sont 2 nouveautés majeures depuis la création de la course. D'autres sont attendus lors des prochaines éditions afin de pérenniser cette fierté cantonale qui rayonne loin au-delà. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Le but de cette rencontre et de cette discussion, que je te remercie d'avoir accepté, c'est de parler d'un pôle et d'un phare au niveau cantonal et même au niveau suisse. C'est cette course Mora-Fribourg donc, qui va vivre cette année sa 90e édition. Pour les gens qui ne te connaissent pas, donc qui ne font pas partie du club athlétique de Fribourg, est-ce que tu peux nous faire un CV qui est Frédéric ? D'abord un sportif. Quelqu'un qui aime le sport, qui vit du sport, par le sport, pour le sport. C'est pas mon métier. Heureusement ou malheureusement, je sais pas. mais disons que c'est quand même un élément central dans ma vie et dans mon parcours. Puis sinon, 50 ans, je suis juriste de formation. Je travaille à Berne. Je suis papa de 2 enfants. 8 et 5. Et puis, à côté de mon activité professionnelle, il y a ce fameux Mora-Fribourg, il y a le club athlétique Fribourg, donc un petit peu tout ça qui gravite autour et qui rythme mes journées, mes soirées et mes week-ends. Effectivement, c'est à combien de pourcents pour, je dirais, la présidence de Mora-Fribourg ? C'est difficile à estimer. En fait, il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Le Mora-Fribourg, il est dirigé par un directeur qui lui est rémunéré, qui a un mandat. Le président, dans la structure, il a un rôle plus représentatif. Alors je suis le premier, on va dire, qui sort du cadre qu'on a connu historique, où on avait plutôt un président qui venait de l'aile politique, qui assistait aux séances, et puis sinon qui avait un rôle, on va dire, relativement, limité, sans vouloir aucunement remettre en question l'engagement et le travail de mes prédécesseurs. Pour moi, quand mon prédécesseur Daniel Lehmann, l'ancien préfet du Lac, m'a demandé si la chose était envisageable, pour moi ça a toujours été clair que j'entendais être un président un peu différent. J'aime le terrain, j'aime la course, l'organisation proprement dite de la manifestation. Alors, j'aime aussi l'aspect représentation, rencontrer nos partenaires, rencontrer les pouvoirs publics, discuter, stratégie, vision, soutien, etc. Mais en même temps,
finalement, quand mon directeur m'a dit ouais, mais toi, le jour de la course, je te veux sur la moto, j'étais le premier à m'en réjouir. Parce que pour moi, j'ai vécu ça finalement avant que je me suis occupé pendant 19 ans de la course élite, entre autres. Et c'est vrai que ma place, elle était sur la moto de tête, à suivre la course au cœur même de l'événement. Et puis c'était finalement le plus beau moment et le plus bel endroit pour un non-coureur pour participer à l'événement. Effectivement. Donc, par rapport aux anciens présidents, donc, qui a eu effectivement, qui faisaient peut-être plus de la partie représentation, qui était des personnes plus visibles. Donc, toi, tu veux vraiment apporter à ta présidence ce côté terrain, ce côté proximité avec la population, avec le public, avec qui? Alors, disons, il y a différentes raisons ou explications à ce changement de rôle. Alors, il y a déjà mon pédigré, hein, qui n'est pas du tout le même que mes prédécesseurs. Donc, forcément, je vais avoir un petit peu de la peine à cibler mon travail sur le volet peut-être politique des choses. Et puis, après, il y a les circonstances. J'ai repris la présidence, j'ai accepté la présidence en 2019. Elle est devenue effective l'année où la course n'a pas eu lieu, l'année Covid. Et puis après, il y a eu quand même une ou deux années délicates financièrement, les participants. Et puis, on n'avait peut-être pas trouvé, avec la nouvelle équipe opérationnelle, on n'avait peut-être pas tout à fait trouvé l'équilibre qu'il fallait, les bonnes choses. Et donc, il a fallu faire un changement. Donc, finalement, c'est assez rapidement déjà qu'il a fallu prendre des décisions assez lourdes avec l'engagement d'un nouveau directeur. Puis ce nouveau directeur, ne venant pas du milieu de la course à pied, ne connaissant pas la course à proprement parler, et puis la course ayant été historiquement ainsi structurée qu'il y a assez peu de données, d'archives utilisables au quotidien pour le travail opérationnel, pour moi c'était évident, voilà, on a pris une décision de changement. Il faut assumer et puis il faut maintenant apporter tout le soutien nécessaire au directeur pour lui donner les moyens, voilà, tout ce qu'il est capable d'implémenter lui-même par sa propre expérience, parce que voilà, il a quand même un vécu certain dans le domaine de l'événementiel, ça il va l'amener. Puis après il y a l'expérience propre de la manifestation où, en étant un petit peu celui qui était le plus vieux finalement dans cette structure, qui la connaissait le plus en détail de ce qu'on pouvait la connaître parmi les gens qui étions là, c'était assez une évidence. C'était une évidence que je devais remplir ce rôle, et puis il me tenait à cœur. Et je dois dire que la chance, ça a aussi été qu'on s'est très rapidement trouvé, parce que le directeur était quand même, souhaitait ce soutien, le demandait, et puis c'est toujours apprécié. On a des échanges quasi hebdomadaires, on a un très bon feeling, et puis je dois dire que j'aime bien ce rôle, même si des fois je dois aussi apprendre à peut-être choisir un petit peu le focus vers où je dois aller. Et puis là, des fois, on a des échanges à ce sujet, mais on a une bonne cohésion, je dirais. Mm-hmm. Tu parles d'un directeur, donc tu es le président. Le comité, il est composé de combien de personnes et de qui? Alors, c'est un petit peu cette question, elle est très pertinente, et elle nous amène à des soucis majeurs que l'on rencontre aujourd'hui, en ce sens que la course Mora-Fribourg, elle a une structure assez particulière. En fait, la course est intégrée dans la structure du club athlétique Fribourg, et les statuts du club sont les statuts de la course aussi. Donc c'est très hybride, c'est très mélangé. Alors, ça remonte bien évidemment à une époque où le travail associatif bénévole était absolument pas comparable à aujourd'hui. Ça veut dire que
c'était assez normal que 2 personnes sur 3 consacraient 15-20 heures pour des projets X ou Y à côté de son temps de travail. Et puis le club avait à cœur de veiller que finalement la manifestation soit vraiment organisée par le club, par l'appareil propre. Voilà. Et puis au fil du temps, au fil des décennies, on se rend compte que de plus en plus ça devient difficile. Aujourd'hui, le comité, il est composé du vice-président qui est le président du club athlétique Fribourg, de la directrice des finances qui est la responsable des finances du club athlétique Fribourg, et puis d'un membre libre du club athlétique supplémentaire. Donc ça fait très peu de personnes. Ça fait, à l'exception de la responsable des finances qui amène un vrai savoir qui est propre à sa branche, finalement ça fait quand même d'une part très peu de personnes et très peu de personnes qui amènent un vrai outil ou un vrai savoir spécifique nécessaire à l'organisation. Donc le challenge maintenant, c'est vraiment de travailler à une nouvelle structure. Il y avait déjà des réflexions, mais des réflexions pas très approfondies par le passé. Et le Covid nous a rappelé la nécessité de séparer les deux entités. Alors c'est clair que chez nos très anciens du club, ça réveille tout d'un coup des inquiétudes parce qu'on se dit oh mais on va vendre notre âme au diable, on va séparer. Non, on peut très bien faire 2 associations distinctes, garder quand même un rôle non négligeable pour le club, mais je pense qu'il y a une nécessité, pour plein de raisons, de clairement différencier les choses. Pendant le Covid, si on n'a pas des aides, et puis des aides assez importantes de la Confédération dans un premier temps, puis après du canton la toute dernière année quand c'était le plan de relance, la course elle meurt. Clairement, il faut être clair à ce sujet. La course n'avait ni les ressources ni les liquidités pour survivre. Donc si la course meurt, le club meurt. Et vice-versa. Donc ça, on doit le changer. On a aussi une nécessité de professionnaliser notre structure, donc il faut la mettre à l'ère du temps. On va aussi se rapprocher de certains partenaires, notamment la ville et autres. Et puis, je pense que pour ça, il faut une association qui est propre à la manifestation. C'est difficilement envisageable qu'on ait des représentants des pouvoirs publics qui sont dans une association qui est un club. C'est pas possible. Donc, l'accumulation de tous ces éléments fait que voilà, il faut faire ce changement. Il est en cours, c'est un processus qui va prendre un petit peu du temps parce que on a un comité qui est réduit, ça on l'a vu, mais je dirais que ça c'est encore le moindre problème parce que c'est un comité qu'on va dire plutôt stratégique, qui va valider le budget, qui va prendre les décisions stratégiques. Mais sur l'opérationnel, on a aussi pas mal de défis qui nous attendent parce que on doit se rendre compte que la course, je dirais si maintenant on fait abstraction des 3 années Covid, post-Covid, la course se porte bien. Pas de façon fantastique, mais elle se porte bien, ni plus ni moins. Mais on parle d'un événement qui pèse aujourd'hui pour le 90e 1,2 million de budget. Une manifestation qui repose sur des fonds propres et une fortune de 80 000 francs, qui repose sur un appareil professionnel, donc un directeur, c'est l'équivalent d'environ 0,7 EPT. Donc voilà, je prétends pas tout faire à la perfection et lui probablement non plus, mais je pense que je connais pas beaucoup d'entreprises qui réunissent ces caractéristiques financières et qui peuvent tourner avec 0,7 sur l'année. Alors on repose, et ça doit aussi rester un outil important, on repose beaucoup sur le bénévolat. Nous avons des chefs de secteur remarquables. Le jour J, ils ont une très grande importance et une très grande indépendance, ils sont fiables, ils sont à peu de choses près tous restés suite à l'interruption Covid et autres.
Ça, c'est quelque chose de très important. Mais maintenant, on doit impérativement renforcer l'aspect professionnel de la course. Cette manifestation doit se développer pour continuer à exister, pour continuer à avoir du succès. Elle doit se développer. Alors développer, ça ne veut pas dire avoir 30 000 coureurs, 40 000 coureurs ou je ne sais quoi, mais elle doit se développer. On doit plus communiquer, on doit mieux communiquer. On a toujours plus de contraintes, on va dire, sécuritaires, organisationnelles, bureaucratiques, légales. Aujourd'hui, notre directeur a l'équivalent de 80 interlocuteurs directs. C'est pas possible. C'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose, je pense, que peu de monde réalise. Et puis, c'est maintenant aussi un petit peu notre combat, c'est de faire comprendre ça aussi au milieu politique. Parce que cette manifestation, je pense pas que c'est juste une course. Si c'était juste une course, on pourrait dire, ben voilà, c'est une manifestation, puis le jour où elle ne se suffira plus à elle-même, ben on tire la prise, puis on fait une autre manifestation. Non, on parle quand même d'un événement récurrent, c'est l'événement majeur sous l'angle des événements récurrents, c'est l'événement cantonal majeur. C'est quelque chose qui rayonne dans toute la Suisse, voire au-delà. Et c'est vraiment une carte de visite pour notre canton, pas juste pour Fribourg, pas juste pour Mora, mais vraiment pour le canton. C'est bilingue dans toutes les règles de l'art, et puis c'est pas juste un slogan. Et ces choses-là, si on veut vraiment les développer, il faut s'en donner les moyens. Et le sport, je pense, il est un petit peu à la croisée des chemins, parce que les soutiens, si je prends par exemple le soutien de la Loro, le milieu sportif, alors mon objectif n'est pas du tout d'opposer maintenant la culture et le sport, mais on sait très bien que les milieux culturels obtiennent une part non négligeable des fonds de la Loro, et le sport, vraiment la quantité négligeable. Et c'est comme ça, on doit faire avec. Il ne s'agit pas aujourd'hui d'opposer les deux camps, mais c'est simplement de dire, finalement, les besoins qu'il peut y avoir d'un côté, ils existent aussi de l'autre côté. Et si c'est une évidence qu'il doit y avoir du professionnalisme dans des structures culturelles, théâtrales ou je ne sais quoi, bah, le constat, il est exactement le même du côté sportif. On ne peut pas tourner un événement comme le Mora Fribourg, qui doit aussi exister au-delà de juste un week-end dans l'année, qui doit, pour attirer des sponsors, parce que finalement l'argent on doit quand même aller le chercher dans la main du privé, pas dans la main des pouvoirs publics. Il faut exister à l'année. Pour ça, 0,7 personnes et un budget de 1,2 million, c'est économiquement c'est très compliqué. C'est de l'utopie. Alors c'est de l'utopie qui fonctionne, mais il ne faut pas se voiler la face. Alors c'est pas question de tout peindre en noir ou autre, mais je dirais que on a traversé, le Mora Fribourg a traversé l'histoire. On a connu de grandes années, on a connu un développement qui s'est terminé en apothéose en 86 avec 16 000 coureurs, et puis quand je dis 16 000 coureurs, c'était 16 000 au départ de Mora arrivant à Fribourg. Donc si on s'imagine aujourd'hui ça, on se dit, mon Dieu, comment on fait? Après on a eu un trou, on a relancé avec l'arrivée d'une nouvelle équipe dans laquelle j'avais un rôle modeste, mais qui était là. On a relancé la manifestation. Ça, c'était un petit peu le Mora Fribourg 2.0. Dans les premières années, quand on l'a relancé, je veux dire, on s'est posé quelques fois la question, parce que les premières années, le nombre de coureurs, il décollait pas tellement. Puis après 2-3 ans, tout d'un coup, on a dit, 1000 de plus, et encore 1000 de plus, et encore 1000 de plus. Puis on a de nouveau vu les beaux jours. On a eu un petit coup de frein avec le Covid en 2020, mais maintenant on est de nouveau dans la dynamique. Mais maintenant il faut être réaliste, c'est plus le 2.0. On doit préparer le Mora Fribourg 3.0.
on doit la doter d'une structure qui est adaptée à l'époque, on doit en faire un événement, pas juste une course, qui à terme durera peut-être plus que juste le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, on aurait des idées, on aurait des envies, mais aujourd'hui, on peut tout simplement pas les réaliser parce que les moyens humains ne le permettent pas. Les moyens financiers, probablement pas non plus. Mais après, les choses sont liées. Comment est-ce que... Enfin, tu as parlé de nombreux chantiers quand même, hein, donc j'imagine que ta présidence elle va durer à peu près 150 ans pour réussir à mettre tout ça en place. Et c'est vrai que pour les personnes qui participent à la course, c'est vrai que c'est un côté qu'on voit jamais et qu'on ressent pas, parce que j'ai participé, je prends par exemple l'exemple du Grand Prix de Berne, qui là pour le coup c'est une fête. Oui. C'est une monstre fiesta, et puis le Grand Prix de Berne, eux, pour le coup, ils s'assurent que ce soit une fête dans tous les quartiers de la ville. C'est à peu près le même parcours, c'est à peu près la même taille de parcours. Donc effectivement, c'est une marque qui rayonne. Mais comment est-ce que après 90 ans d'une histoire autant chargée, on choisit son principal cheval de bataille pour restructurer une course comme ça? C'est difficile à dire, mais disons, si j'ai accepté, j'étais déjà depuis 19 ans dans le comité, j'étais arrivé à un point au moment où le directeur de l'époque, Laurent Meuvely, a annoncé son départ, où je me disais, ouais, j'ai fait un petit peu le tour de la question, est-ce qu'il y a encore un défi? Et puis je m'étais dit, voilà, quand on m'a posé cette question, je me suis dit, pourquoi pas, dans l'idée... Moi, j'ai toujours eu l'impression que on était une équipe de deuxième division, mais qui avions tout pour jouer en première division, voire même pour jouer alors peut-être pas le titre, mais en tout cas, on va dire les demi-finales des playoffs. Et on est parti de loin, hein, on a monté les ligues successivement. Et puis, moi, j'ai toujours eu ce sentiment qu'on pouvait aller encore plus loin. Et puis, en rencontrant le directeur actuel, le moment où on a un petit peu échangé, où il m'a parlé de ses visions, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je suis un illuminé, mais en tous les cas, on sera deux. Et puis, c'est un petit peu c'est un petit peu comme ça que ça a démarré. Alors après... comment on choisit ses combats? La première année 2023, moi c'était pas ma première année, mais la première année du nouveau directeur de Marc, il s'agissait de dire on va apporter quelques petites corrections, quelques petites améliorations. Il amène quand même une expérience dans l'événementiel qui est gigantesque, où on a pu amener quelques petites retouches, quelques petits trucs ici et là. Mais pour le reste, c'était trop court, hein. Il faut s'imaginer, il a commencé en février, donc il avait 7 mois pour organiser la manifestation. Ça nous a bien réussi, ça lui a bien réussi, rendant à César ce qui appartient à César. Et après, il y a eu un échange, on a passé une matinée de travail à réfléchir à plein d'idées. Alors, des idées, c'est pas ce qui manque. Puis maintenant, il s'agissait un petit peu de compartimenter, de dire voilà, ça c'est priorité 1, ça c'est réalisable tout de suite, ça pas tout de suite. Et puis après, il faut, je pense, ça c'est certainement un de ses points forts, c'est que il amène des idées, il y croit et il fonce. Moi, j'ai peut-être le côté un petit peu plus le gardien du temple qui veille à ce que le Mora Fribourg garde son identité et tout. Mais voilà, maintenant il s'agit d'avancer. Il faut avancer, il faut y croire, puis en même temps il ne faut pas non plus se précipiter puis commencer à avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc c'est un savant calcul. Et puis voilà, cette année on a choisi 2 éléments où on s'est dit c'est implémentable sans un énorme effort supplémentaire, donc on peut essayer de le faire, et puis sans un coût supplémentaire trop élevé. Maintenant, il y a plein d'autres projets. Tu l'as dit avant, le Grand Prix de Berne, c'est une fête. Alors disons, là où peut-être le Grand Prix de Berne se différencie, ou respectivement, là où le Mora Fribourg fait face à
un certain obstacle ou une certaine contrainte qui est assez propre à notre manifestation, c'est qu'on n'est pas beaucoup de manifestations finalement où le départ est à 17 km de l'arrivée et où on doit choisir l'un ou l'autre endroit comme le centre névralgique de l'événement. On a certes à certains endroits, je pense au marathon de la Jungfrau où on a l'arrivée qui est au sommet, qui est dans les montagnes à la petite Scheidegg. Mais finalement, le centre névralgique, il est à Interlaken. Puis une fois que les coureurs ils ont fini, ils redescendent et puis tout le monde se retrouve là. Chez nous, on doit choisir l'un ou l'autre. À Berne, même si toute la ville est en fête, c'est l'espace de la BA qui est idéal pour ça, qui s'y prête. Puis l'espace de la BA, il est quand même au centre-ville. Chez nous, le centre-ville est étroit. Alors on a un joli centre névralgique. Je dirais que la plage Urspiton, elle remplit son rôle, mais on est à l'étroit. Mais on a besoin d'être au centre-ville aussi. On ne peut pas s'imaginer aller s'établir à un endroit où on a beaucoup d'espace, mais où il n'y a pas de trafic. Je dirais, il y a des réalités marketing, économie et tout dont on doit tenir compte. Et puis après, il faut essayer de trouver un petit peu l'équilibre là-dedans. Mais je pense dans tout ça, tu as quand même relevé un point essentiel avec ta comparaison avec le Grand Prix. C'est-à-dire, c'est une fiesta. Et alors, je pense que le Mora Fribourg prend ce chemin-là. Je pense que le samedi, si on regarde les courses des enfants, le monde qui est en ville, le dimanche matin, pour peu que la météo se veuille collaborative, on a une incroyable ambiance. Et puis, c'est quand même un point peut-être qu'on ne met pas assez en avant par rapport aux autres manifestations, mais je crois que l'ambiance au bord de la route, elle est vraiment solide et forte, et c'est vraiment quelque chose sur quoi on doit jouer, on doit construire. Ouais. Et toute personne qui court, on croise des amis, se fait encourager par des amis, des collègues de travail, la famille. Donc les participants à la fête sont déjà là en fait. Ouais. Il faut juste faire la fête. Voilà. Il faut juste leur dire où elle est la fête, clairement. Tu as assez bien résumé. Je pense que alors c'est pas que la course des Fribourgeois, mais je pense que tout Fribourgeois qui fait un petit peu de course à pied l'a fait un jour. Il y a quelqu'un de sa famille qui l'a fait. On sait très bien les temps qui ont été faits dans la famille. Je veux dire, moi j'ai grandi comme ça. Finalement, mes premiers souvenirs, c'était aller au bord de la route pour voir mon papa courir. Son frère, qui à l'époque habitait dans le canton de Zurich, et puis chaque année, les deux couraient. C'était un petit peu le combat des deux coqs, de savoir lequel allait courir plus vite que l'autre. On se retrouvait, après on mangeait en famille et tout. Et puis, je pense que ce schéma-là, avec un petit peu plus de ceci ou un petit peu moins de cela, c'est le schéma qu'on retrouve un petit peu chez tout un chacun qui un jour met le pied dans l'engrenage du Mora Fribourg. Ça c'est clair, absolument. Tu parlais dans les défis, dans les challenges à la suite de la première édition de Marc en 2023. Vous avez phosphoré, vous avez évoqué des nouvelles idées. Et depuis que je participe à Mora Fribourg, ça fait pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2017 la première fois. C'est la première fois que je dirais il y a un bouleversement. En fait, il y en a deux immenses bouleversements, et j'imagine que ces deux bouleversements qui rentrent dans la catégorie facilement implémentable sans trop de moyens. J'y viens, c'est les deux épreuves supplémentaires que vous avez créées, donc la course du téméraire, c'est ça? Et puis la course des téméraires, la course des téméraires, j'imagine que c'est un petit clin d'œil à Charles le Téméraire, c'est ça? Voilà. Et le trail moitié-moitié. Oui. Parle-moi un peu de cette course des téméraires. Alors, peut-être juste pour recadrer les choses, effectivement, depuis quelques années, c'est la première fois qu'il y a un bouleversement peut-être un peu plus important dans le canevas classique de notre manifestation. Ça s'explique pour différents éléments. Si on regarde les 5-6 dernières années, en 2019, on a le départ de Laurent Meuvely, après 18 années de direction de la manifestation. En 2020, il y a le Covid, l'arrivée du directeur d'alors, Olivier. 21-22, les deux éditions qu'il a organisées, mais
avec une jauge modifiée à cause du Covid, le 22 la relance, et puis après le changement d'organisation avec l'engagement de Marc Moron. Donc finalement, si on regarde sur ces années-là, il y a eu tellement de bouleversements voulus ou non voulus, imposés par la nature ou autres, qui font que la seule chose qu'on pouvait faire, c'était essayer de garder la même qualité, le même degré d'excellence, si j'ose dire ça sans fausse modestie. Mais on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Donc maintenant, c'était l'occasion de faire déjà un pas un petit peu plus conséquent, et puis aussi de marquer le 90e, parce qu'un 90e, alors, ça n'a pas la brillance d'un centenaire, mais ça reste quand même 90 ans d'histoire. Il s'agissait de le marquer. Et puis la première étape, c'était de dire, je pense que la course en elle-même, elle draine déjà un nombre non négligeable de coureurs. Et elle va en drainer plus, et on va faire en sorte qu'elle continue à en drainer encore plus, que ce soit du canton, que ce soit de Suisse romande, ou ce qu'on souhaite aussi beaucoup plus fortement maintenant, de la Suisse alémanique. Mais à côté de ça, on a toute une clientèle de gens qui ne sont pas les plus grands sportifs, pour qui même une course de courte pain à 9 ou à 10 km, c'est quelque chose de difficilement imaginable. Et puis en voyant un petit peu ce qui se passe autour, parce qu'à un certain moment, il faut aussi être réaliste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas de révolution ou de choses invraisemblables à mettre sur pied. Il s'agit surtout de voir un petit peu les choses qui marchent ici ou là, et puis d'essayer de les adapter à la réalité de notre terrain, à la réalité de notre ville et de ses contraintes. Et puis en voyant ces courses un petit peu plus légères, sans contrainte chronométrique, parce que aussi absurde que ça puisse paraître pour un sportif peut-être plus typé compète, il y a des gens qui ont envie de courir, mais pour qui le chrono, c'est plutôt quelque chose qui va leur mettre une pression qu'ils ne souhaitent pas avoir, qui veulent se retrouver entre copains, passer un moment sympa. Et puis c'est de là qu'est née cette idée de dire, mais faisons un parcours le samedi après la course des enfants, à la tombée de la nuit, 3 kg et demi, quelque chose que vraiment, à peu de choses près, tout le monde peut faire, où il n'y a pas de chrono, donc qu'on fasse demi-heure ou qu'on fasse 1 heure, ça n'a absolument aucune importance. Et puis où finalement, alors là c'est peut-être un petit peu à s'inspirer de ces courses à tendance festive, où il y a même un parcours gastronomique pendant la course. Nous on s'est dit, non, on va peut-être pas le faire pendant la course, il n'y a que 3 kg et demi, puis il y a quand même un ou deux petits défis de dénivelé. On va le faire à la fin, macaroni chalet, une bière avec ou sans alcool, une minérale, etc. Et puis l'idée c'est de se dire, mais la ville est pleine tout le samedi avec les enfants, le centre-ville est en fête toute la journée du samedi. Essayons de prolonger la fête dans la soirée avec tous ces gens qui n'ont pas forcément pour vocation de courir dimanche. Et puis voilà, donc, la première course des téméraires était née. La première phase du plan est lancée, donc faire rester les gens plus longtemps le samedi, prolonger la fête, voilà. Manger le soir, partager un bon moment avec les amis. Sachant que d'aucuns pourraient nous objecter, oui, mais pourquoi ne pas l'avoir fait le vendredi? Il y a des gens qui pourraient aussi courir après le dimanche parce qu'il y a le samedi entre deux, etc. Mais il faut bien voir que pour le moment, je le disais en ouverture, on a une manifestation avec des moyens limités, moyens humains, moyens financiers. Avant de vouloir élargir sur 3 jours, sur 4 jours ou autre, il faut déjà consolider l'acquis, il faut essayer de renforcer les partenariats, d'en trouver de nouveaux, et puis d'essayer de greffer ça dans le cadre qu'on connaît, qui est le samedi jusqu'au dimanche, quitte à commencer un peu plus vite le samedi, à prolonger un petit peu le samedi, parce que n'oublions pas qu'en faisant ça, on crée de toute façon de nouveaux besoins en termes de bénévoles. Donc, avant de vouloir aller en chercher pour une journée supplémentaire, il faut déjà être sûr qu'on puisse assumer ces besoins supplémentaires sur quelques heures de plus dans la même journée.
Et puis, c'est tout le challenge, mais c'est ce qui rend les choses intéressantes. Et c'est aussi dans cette logique-là aussi, j'imagine, que vous avez créé le trail moitié-moitié. Alors, je préfère plutôt la fondure vacherin, mais bref, je vous en tiendrai par rigueur. Mais c'est dans cette idée-là, j'imagine, que vous avez créé justement le trail moitié-moitié qui emprunte une partie du parcours existant. Comme ça vous permet également de limiter justement l'impact sur le trafic, etc., les besoins en termes de sécurité. Mais quelles sont aussi vos autres motivations pour avoir créé un trail? Alors ça, c'est une idée qui était assez bien ancrée chez Marc, qui avait cette idée du trail depuis assez longtemps. Il l'a organisé, il l'organise toujours, l'une ou l'autre course cycliste de type gravel. Et puis, je pense que il y avait un petit peu des similitudes et autres, et puis il en a parlé une ou deux fois comme ça en cours d'année quand on avait juste 7 mois pour organiser le truc, puis c'était plus un petit peu l'idée délire, mais où je sentais bien que c'était dans son esprit, c'était plus qu'un délire. Et puis de l'autre côté, il y a aussi une réalité, il ne s'agit pas de changer la nature du Mora Fribourg. Le Mora Fribourg, c'est la classique moderne, c'est les 17 km de Mora à Fribourg sur la route, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'asphalte. Maintenant, il y a quand même une réalité, c'est que la course à pied, elle se court sur la route, elle se court sur la piste, elle se court aussi en dehors des routes sur les sentiers battus. Et à un certain moment, notre course, elle doit évoluer, elle ne peut pas simplement se priver de toute une partie des coureurs qui n'aiment pas la route, qui n'ont pas du tout envie de ça. Il y a des gens, et c'est la réalité, ils ne souhaitent pas courir sur le bitume, ou ils ont même des problèmes physiques liés à ça. Ce serait un petit peu bête de notre part d'ignorer cette réalité. Ajouter à cela le fait que le trail est en pleine ébullition, je crois que ça, il faut aussi le voir et puis le reconnaître. Et encore une fois, il ne s'agit pas de savoir. Pour moi, les deux choses ont leur raison d'être. Et puis, en arrivant avec ça, on s'est dit, mais comment on ne ferait pas coexister les deux choses? Et puis, je dirais que le fait que ce soit une moitié-moitié, donc qu'il y ait un peu plus qu'une 35% de bitume et donc de parcours existant de la classique sur le trail, c'est pas tant qu'on voulait absolument passer à la même place, simplifier le travail, mais c'est plutôt de dire, les données du problème, elles sont relativement claires. La course doit partir de Mora et elle doit se terminer à Fribourg, aux mêmes endroits que l'autre course. Et puis à partir de ça, il fallait un petit peu trouver des chemins, des sentiers ou un tracé qui fasse sens. Et puis c'est là que dans ma tête, il y avait je m'en souvenais parce que je l'ai fait quelques fois à l'armée, parce que j'ai fait mon armée à Fribourg, à la Poya. Et on a fait quelques fois des parcours dans la forêt, derrière la Corba, entre la Corba, Courtepin, Wallenried, etc. Et puis je savais qu'il y avait un sentier historique qui est le chemin de randonnée du Mora Fribourg, qui fait un petit peu plus que 20 km. Puis j'ai dit, et si on prenait ça comme base de départ dans la réflexion? Puis c'est un petit peu ça qui nous a amené sur ce tracé, sachant qu'on pouvait difficilement partir vers le Chiffnon, aller à Gain, revenir par la vallée du Gotteron et puis arriver avec un truc qui fait 50 km. Mais on souhaitait quand même avoir quelque chose qui fasse clairement plus que le Mora Fribourg. On ne voulait pas parasiter. Donc c'était pas question de dire, voilà, il y a 17 km sur la route ou il y a 17 km en trail. Celui qui veut faire le trail, il doit être prêt c'est une certaine distance quand voilà, même, il y a quand même, et puis pour l'avoir fait avec Marc et toute l'équipe opérationnelle, on est allé sur le terrain sous la pluie reconnaître le parcours à vélo. C'est dénivelé, alors il y a quelques passages, on va dire un peu basiques,
Puis il y a un, deux passages sympas où il faudra quand même un petit peu s'accrocher. Mais je pense que les gens qui aiment le trail, c'est ça qu'ils recherchent. Donc, il s'agissait de leur donner ça. Puis après, il y a encore la petite touche du chef, on va dire, puisque Marc, je parlais du gravel, je parlais de son idée du trail. Et puis pour lui, il avait une image en tête, c'était aussi les courses, la course en Italie, la course de vélo, les Eroica, pardon. Il y a Strade Bianche sur les chemins blancs, et puis il y a l'Eroica qui est une course en Italie, sauf erreur, c'est en Toscane, donc sur ces chemins blancs, et où il faut courir avec un vélo d'époque, donc avec les gaines de frein encore sur les cocottes, avec les vitesses manuelles, etc. Avec la tenue aussi, le boyau autour des épaules. Et puis, cette course a cette particularité qu'il y a 2-3 ravitaillements sur le parcours. Il y a du saucisson, il y a du Chianti, il y a vraiment les produits locaux. Et puis là, dans notre trail, alors il y aura forcément une partie des coureurs qui vont faire ça avec un chrono, qui auront leurs 2 petites bouteilles d'eau, leurs flasques remplies d'eau, et puis ça leur suffira avec leur gel et autres. Et puis on aura 2 ravitaillements avec les produits du terroir, c'est aussi un partenariat. Alors c'est clair que c'est peut-être pas l'idée que les coureurs avalent 250 grammes de fondu vacherin sur le parcours, sans quoi je pense que tu vas choisir le trail plutôt que la course des 17 km. C'est ça, ouais. Mais c'est l'idée de rendre le truc vraiment une aventure, une expérience. On a la course classique qui est peut-être plus une course, et puis là on a une expérience humaine, un truc un petit peu foufou, puis un défi quand même physique certain. Et avec la volonté de se dire, à Pensier, on aurait pu peut-être dire, on passe par Givisiez-la-Faille ou je ne sais où ou autre. Je me dis, mais attends, il y a la Sauna. La Sauna, c'est le monument. C'est notre Alpe d'Huez. Ce serait quand même un petit peu bête que les trailers passent par une montée banale au milieu d'une forêt alors qu'il y a la Sauna dont on veut faire l'emblème de la manifestation et pour laquelle on aimerait encore développer beaucoup plus l'ambiance. Donc là, on s'est dit, là, il faut qu'on revienne sur le chemin. Effectivement. Tout le monde déteste la sauna, tout le monde est la sauna, mais si on vient moi à Fribourg, c'est parce que justement, il y a la sauna. Voilà. Et puis, alors, sur mes quelques années de participation au Mora Fribourg, je dois dire, à mon avis, je ne suis pas le seul. Je me suis toujours fait la réflexion que finalement cette sauna elle est pas si terrible que ça. Je dirais que le long faux plat interminable du Lava-Pesson jusqu'à la rue de Mora, absolument ça, plus la route des Alpes en finish avec cette montée interminable que on est au bout de notre vie, je suis pas sûr que sur l'échelle des éléments vraiment perturbants et traumatisants de la manifestation, je pense que la sauna, elle se porte plutôt pas si mal. Absolument. On se projette tellement dans cette sauna qui est si difficile que quand on arrive en haut, on se dit c'est bon, je suis arrivé, on regarde la montre, on dit ah bah non, 13 kills. Et là, la réalité du terrain, le Lava-Pesson avec ce faux plat montant interminable. Mais au moins, la rue des Alpes, il y a le public pour nous encourager. Mais je dirais à la sauna aussi, et oui. Moi, j'aime bien ce parallèle. C'est un parallèle que j'ai toujours eu en tête. Jonathan Wyatt, l'ancien recordman de la course, qui avait été marqué par ce passage, et c'est d'ailleurs là qu'il avait atomisé ses concurrents. Et puis, Marc, lorsqu'on s'est rencontrés la première fois, on a tous fait ce même parallèle, cette même comparaison d'images, c'est de lier la sauna et l'Alpe d'Huez. Et pour avoir fait une fois l'Alpe d'Huez à vélo à un jour de Tour de France, le Dutch Corner, comme on l'appelle, qui est le virage à un tiers de la montée, qui est absolument monopolisé par une vague orange de Hollandais, qui mettent une ambiance absolument incroyable. Alors, toute proportion gardée, il s'entend, mais
on est un petit peu dans cette ambiance folle où les gens nous encouragent et puis finalement, on est tellement pris par cette ambiance qu'on n'a pas le temps de vraiment sentir que c'est dur ou que c'est à ce point difficile. Et, on a tous eu ce même symbole en tête et je pense que c'est pas un hasard et puis c'est aussi un signe. Il faut développer, il y a encore du potentiel là et ça doit vraiment... pour moi, il y a le Dutch Corner de l'Alpe d'Huez, il y a la fameuse montée à l'Ironman de Roth où il y a une vague humaine et les coureurs, les gens s'écartent au passage des coureurs. C'est des choses qui marquent les esprits et puis c'est un petit peu un objectif qu'on poursuit par rapport au parcours pour vraiment marquer, parce que je pense qu'une fois qu'on a réussi à marquer les coureurs, mais au sens positif du terme bien sûr, on augmente quand même sensiblement la probabilité qu'ils reviennent ou à tout le moins qu'ils en parlent positivement à leur entourage. Donc l'idée effectivement de faire la publicité de cette course-là, vous cherchez à attirer des personnes de l'extérieur, mais l'idée c'est de conserver quand même cette base de gens qui sont fidèles et qui reviennent d'année en année. Ah, complètement. Alors on a fait une étude l'année passée au terme de la course et puis on a été assez agréablement surpris dans le sens où dans l'échantillonnage qui était quand même assez important, je crois qu'il y avait eu 4000 réponses à peu près, on avait un tiers qui était là pour la première fois, un tiers qui avait participé, je ne sais plus exactement la fréquence, mais on va dire entre 2 et 4-5 fois, et puis un tiers qui en était à X fois de participation. Donc on voit, je dirais, au taux de fidélité, on est plutôt pas mal. Ça, on doit continuer à l'entretenir parce qu'effectivement, le Mora Fribourg a cette particularité, qu'on le veuille ou non, un coureur d'un certain niveau, on va lui demander quel est son temps sur 5000, on va lui demander quel est son temps sur 10 000, sur semi ou sur marathon, mais si on lui demande un temps de référence d'une course, c'est « t'as fait quoi à Mora Fribourg ?» Ouais. On va pas demander qu'est-ce que t'as fait au Grand Prix de Berne ou qu'est-ce que t'as fait à la corrida bulloise ou autre. On va dire quel est ton temps au Mora Fribourg? T'as couru en moins de 55 ou en moins de 54? On va dire ah ouais d'accord, alors lui il n'est pas tombé de la dernière pluie. Et alors c'est peut-être un tout petit peu moins le cas aujourd'hui parce qu'on va dire que le réservoir de coureurs de fond de premier plan en Suisse, il est moins nombreux. On a plus de coureurs aujourd'hui populaires, mais on a moins de coureurs de haut niveau sur le fond. Qu'il y a 20 ans en arrière. Il y a 20 ans en arrière, chaque coureur suisse digne de ce nom avait sa référence chronométrique sur le Mora Fribourg. Et comme tu l'as dit, après, c'est toujours le cas. Qu'est-ce que tu as fait au Mora Fribourg? Alors, pour les uns, le défi, c'est d'être en moins d'1h30. Pour les autres, sous les 2 heures. Pour les autres, c'est de descendre sous l'heure. On en a quand même pas mal dans le canton aussi. Et cette chose-là, il faut l'entretenir, il faut continuer à la développer. Et puis maintenant, il faut rendre de nouveau, je dirais, c'est un travail qu'on fait déjà depuis assez longtemps, c'est de rendre la course attractive chez tous ces gens qui la connaissent, mais qui soit l'ont jamais faite, soit l'ont faite il y a longtemps, mais qui étaient finalement déçus, ou qui pensaient que voilà, c'était plus une course très dans le vent et autres, et puis qui pensent que ça vaut plus la peine. Et on sait très bien que il faut une année pour perdre 10 coureurs et il faut 10 ans pour en regagner un de ces 10 qu'on a perdus. Donc c'est un travail de longue haleine qu'on fait progressivement et puis de bouche à oreille, on espère que les choses se fassent. Tu parlais justement des personnes qui descendaient sous l'heure, et ça c'était une des fameuses questions que je voulais avoir, c'était à quand un prochain fribourgeois sur la boîte? C'est difficile à dire. Hein. N'oublions pas que de son vivant, Pierre Page, vainqueur du Mora Fribourg, fribourgeois vainqueur du Mora Fribourg, athlète du club athlétique, a fait don d'un certain montant. Il a créé un petit fonds, on a un challenge Pierre Page. Et ce challenge est destiné
au prochain Fribourgeois, mais Fribourgeois de naissance, qui viendrait à remporter le Mora Fribourg. Alors, quand... C'est difficile à dire. Disons, l'année passée, on a eu quand même une jolie performance de Jonas Soldini qui s'est illustré. Avant lui, on avait eu Andreas Kempf, Jari Piller. Bien avant lui, il y avait les Jacques Renbull et autres. Je dirais que par rapport à ce que je disais avant, au niveau général, où le fond, au niveau sport de performance est moins fourni qu'il y a 20 ans en arrière, bah, forcément dans le canton, on a aussi beaucoup moins d'athlètes qui peuvent rentrer en considération pour un tel exploit. Donc, sur la boîte, ça pourrait arriver, je dirais, dans les 5 prochaines années, au gré des aléas, qui vient pas, la forme du jour, etc. Maintenant, le remporter, aujourd'hui, j'ai de la peine à articuler un nom où on peut dire, oui, c'est plus qu'une probabilité dans ces prochaines années, mais j'espère que d'ici quelques années, on puisse dire, bah voilà, il y a un Jonas Soldini, ou on a aujourd'hui un jeune junior qui s'illustre en course de montagne et en course d'orientation qui s'appelle Mathieu Burer. Qui sait, peut-être dans quelques années, ce sera la nouvelle star montante du fond, et puis allons savoir. Alors, je souhaite que ça puisse se produire une fois. On ne pensait pas pendant longtemps que un non-africain s'impose au Mora Fribourg. On a vu Jonathan Wyatt établir un record incroyable et réaliser une performance absolument hallucinante. Donc c'est le signe que ce genre de choses est tout à fait possible, mais je pense qu'il y a une constante, c'est que ça ne se planifie pas. Effectivement. Ça se planifie pas. Après, pour rebondir et finalement pour boucler la boucle de la discussion comme on l'avait débuté, c'était peut-être qu'à l'époque aussi, quand il y avait des Fribourgeois qui gagnaient, il y avait moins de variété ou de possibilités au niveau sportif, donc tout le monde faisait peut-être un peu d'athlétisme, et ça permet aussi de revenir sur le point des infrastructures qui sont mises à disposition pour que les jeunes puissent faire du sport. C'est sûr que si tout est mis en avant pour qu'ils puissent faire de l'athlé, le terreau, forcément, on va réussir à en ressortir davantage qui seront bons. C'est comme pour le foot en Suisse où on voit que la Suisse a énormément progressé au fur et à mesure des années. C'est sûr qu'avoir des clubs, avoir la relève, laisser leur chance à des plus petits et arrêter de miser forcément sur que des grands gabarits, on voit que finalement ça paye. Donc il y a quand même des planètes qui doivent s'aligner. Alors déjà dans un premier temps pour avoir un terreau de Fribourgeois qui soit compétitif, et ensuite effectivement pour qu'ils gagnent, c'est la chance, quoi. Ah bah complètement. Après, c'est clair qu'il y a un aspect aussi central dans tout ce développement, c'est que faut pas oublier que ce soit le football, que ce soit le hockey dans le canton, parce que c'est aussi un sport particulièrement présent, ce sont des jeux, ce sont des sports collectifs. L'athlétisme, il y a un côté ludique aussi, mais il est beaucoup moins mis en avant, il est beaucoup moins présent, et surtout c'est un sport individuel. Le jour de la manifestation, le jour de l'épreuve, on est seul. Soit on est en forme et on performe et on livre, soit ça ira pas. Dans un sport collectif, on peut quand même toujours espérer que les coéquipiers feront la différence si on a un jour un petit peu moins bien et autres. Et je dirais au jour d'aujourd'hui, voilà, c'est pas le sport le plus sexy. Avec l'évolution sociétale, le côté succès à tout prix, bling bling, tout ce qui brille, tout ce qui est flashy. Mais j'ai envie de dire, on parle souvent du football comme le sport universel. Parce que tout le monde a un ballon et tout le monde sait courir. Je dis oui, mais avant d'avoir un ballon, il faut déjà savoir courir. Et pour moi, le sport universel, c'est la course à pied. Alors après, c'est la course à pied sous l'aspect aussi ludique chez les enfants, c'est le mouvement, c'est la coordination, c'est tous ces petits éléments qu'après on va retrouver chez un footballeur, chez un basketteur, chez un hockeyeur, à peu près chez tout le monde. Exactement.
Bon, bah, il y a énormément de chantiers dont tu as pu nous parler aujourd'hui en ce qui concerne la course de Mont à Fribourg. Je me réjouis déjà de voir ce que donneront les chiffres de la première édition de la course des téméraires et du trail moitié-moitié. Et puis on fera la liste des succès dans 10 ans. Ça marche. Merci beaucoup Frédéric d'être venu. Merci à toi. Belle soirée. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'Au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.